Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, c'est un cycle de webinaires qui est organisé par ICANN France avec la coopération de la Heinrich Böll Stiftung Paris, puisque nous sommes dans une période à la fois extrêmement intense, avec une menace atomique aux portes de l'Europe, et également nous sommes à 3 semaines, pardon, de la première réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et qu'il est important d'expliquer ce traité, de présenter l'importance de ce document qui a une importance, qui est devenue une norme internationale depuis maintenant un an, le 22 janvier 2021, et qui pèse véritablement, qui crée véritablement une pression auprès des différents États qui disposent d'armes nucléaires. Et c'est tout l'objectif aujourd'hui de ce premier webinaire, c'est de vous présenter dans sa globalité ce traité. Donc moi, c'est Jean-Marie Collin pour ICANN France, qui suis à la fois expert et co-porte-parole de ICANN France, donc la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et je suis également chercheur associé au CRIP et j'enseigne auprès de la HEIP ou encore de Sciences Po à Caen. Et avec moi, j'ai Patrice Bouvray. Donc, Patrice Bouvray, je suis le cofondateur et animateur de l'Observatoire des armements, donc centre d'expertise basé à Lyon depuis maintenant bientôt 40 ans, et aussi donc co-porte-parole de ICANN France. Et tous les deux, on va vous présenter, faire en sorte de vous présenter le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors, on a décidé de faire plus un dialogue plutôt que chacun des interventions, ce qui nous apparaît beaucoup plus dynamique et intéressant pour vous, et ce qui permet de traiter un peu en profondeur différents points de ce nouveau traité, et puis ce qui nous permettra par la suite d'avoir un temps d'échange avec vous pour pouvoir aller encore plus loin, répondre à différentes questions qui traitent spécifiquement à ce traité ou à l'actualité internationale. Donc, c'est comme ça qu'on va organiser cette 1h30 qui est devant nous et qui s'inscrit encore une fois sur l'arrivée de la première réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, où pour le moment, la France a indiqué qu'elle ne participerait pas, même pas en tant qu'État observateur. Et cette absence de participation pose un réel problème en termes de légitimité internationale, mais ça fait partie des points que l'on pourra débattre à la fin. Et puis, ça fait partie des points aussi qui seront vus lors du troisième webinaire qui aura lieu le 7 juin. Le second, celui de cette semaine, portera plus spécifiquement sur la question du droit international humanitaire et des armes nucléaires. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais poser la première question à Patrice, qui est finalement aujourd'hui un grand nombre d'États, depuis l'existence du TIAN en 2017, qui sont opposés au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, donc notamment la diplomatie française, met en avant l'existence d'une opposition claire et importante entre le TIAN et le traité de non-prolifération nucléaire, traité qui est pierre angulaire, qui existe depuis 1970. Pourtant, on peut constater que dans le cœur de la création du TIAN, il y a bien quelque chose qui fait que ce traité est né au cœur du TNP. Et donc, la première question que je pose à Patrice, c'est est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce processus de création et si véritablement il y a une opposition ou pas entre TIAN et TNP? Oui, mais pour répondre à cette question, en fait, il faut quand même remonter un petit peu, en tout cas sur le TNP, le traité de non-prolifération, pour, euh, pour comprendre comment est né le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et donc, sur, en quelque sorte, l'échec quand même du TNP dans la partie désarmement, puisque vous devez bien le connaître, le traité de non-prolifération, c'est un marché dans lequel les États déjà dotés de l'arme nucléaire au moment où ce traité a été conclu et est rentré en vigueur, se sont engagés à effectivement négocier un traité de désarmement. Donc on était en 1968 pour la négociation du TNP et 1970 pour son entrée en vigueur. Et donc c'était le fameux article 6 du TNP dans lequel les États s'engagent à négocier à une date rapprochée, de bonne foi, donc le désarmement nucléaire des armes qu'ils possèdent. Or, on est en 1970, on est en 2022,
depuis, les puissances nucléaires n'ont pas négocié le traité de désarmement. Au contraire, elles ont continué de moderniser leur arme nucléaire. Et c'est bien ça qui a fait, puisque tous les autres États de la planète, pratiquement, qui ont signé le TNP, à l'exception, dans ces années-là, de l'Inde et le Pakistan et d'Israël qui voulaient avoir l'arme nucléaire et qui l'ont eu, tous les autres États ont respecté leur part de marché en n'accédant pas à l'arme nucléaire. Et donc, au bout d'un moment, voyant que les puissances nucléaires ne remplissaient pas leur part de marché, de contrats qu'ils avaient négociés avec la communauté internationale, poussés bien évidemment par la mise en place d'une coalition d'ONG au niveau international, la campagne ICANN, à partir de 2007, ont décidé justement de créer une nouvelle norme d'interdiction des armes nucléaires de façon à conduire les États qui ont l'arme nucléaire à remplir leur part de marché en quelque sorte. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'a été négocié le TIAN, et c'était important de rappeler cet aspect historique, bien évidemment, avant de rentrer juste dans les détails de manière précise, puisque dans le traité sur le TIAN, notamment dans le préambule, dans différents éléments, on fait bien référence au traité de non-prolifération pour pouvoir justifier en quelque sorte la mise en place de ce nouveau traité. Oui, et c'est ce qui a permis, à partir de 2010-2011, de lancer véritablement la réflexion, parce qu'il y a un élément qui est important à avoir en tête, c'est que au cours de la décennie des années 2000, les États, voyant que la négociation n'avançait pas, n'avaient pas pour autant en tête la volonté ou l'idée véritablement de créer un instrument juridiquement contraignant contre les armes nucléaires. Cette idée, cette réflexion est née véritablement entre 2010 et 2016 avec une volonté de dire, eh bien, puisque ces États, comme Patrice l'a expliqué au sein du TNP, finalement, n'avancent pas, il est important peut-être sans doute de lancer ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Je voudrais juste rajouter sur le TNP, en 2010, un élément qui est important, le TNP est un traité qui est vivant. Tous les 5 ans, il y a une conférence de révision. Et en 2010, il a été indiqué une petite phrase qui a permis ce développement sur les conséquences humanitaires qu'on va appeler plus largement l'initiative humanitaire. Une petite phrase qui indique que tous les États doivent respecter en tout temps le droit international applicable, y compris le droit international humanitaire, en raison des conséquences humanitaires sur le plan des conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait l'emploi d'armes nucléaires. Donc, ça a permis aussi de lancer la réflexion sur la nécessité de faire avancer le désarmement et notamment de se concentrer sur la protection des hommes et des femmes. Tout à fait, mais il y avait aussi eu d'autres, parce que bon, les questions de désarmement s'inscrivent toujours dans un temps long, et il y a eu d'autres échecs aussi, quelque part, en quelque sorte, et des impasses, puisque au niveau, il y avait eu une convention sur l'élimination des armes nucléaires aussi qui avait été négociée dans les années 2000, auquel les puissances nucléaires n'avaient pas adhéré, mais qui ne permettaient pas, comme le TIAN va le permettre et comme on va le voir par la suite, de créer cette pression, de disposer d'un outil interdisant réellement les armes nucléaires. On était juste dans des processus encore croyant que les puissances nucléaires, en leur donnant des outils, en leur donnant un plan d'action, allaient rentrer réellement dans ce débat-là. Tout à fait. Donc maintenant, on va peut-être rentrer justement dans ce processus de création du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qu'on a appelé l'approche humanitaire. Et donc, Jean-Marie, explique-nous en quoi cela signifie exactement. Alors, l'approche humanitaire fait justement face à ces différents échecs que l'on a indiqués, à cette réflexion sur la nécessité de protéger l'être humain face aux conséquences humanitaires terribles qu'il y aurait en cas de détonation. Et un groupe d'États, l'Autriche, le Saint-Siège, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Irlande, le Costa Rica, vont travailler activement ensemble et vont monter au départ ce que l'on va appeler des conférences intergouvernementales pour faire prendre conscience de l'impact des armes nucléaires.
Et il va y avoir 3 grandes conférences internationales à partir de 2013 puis en 2014 qui vont se dérouler à la fois en Norvège, au Mexique et en Autriche, où il va y avoir à chaque fois entre 120 et 150 États qui vont être présents. Je vous rassure, la France a toujours été absente de ces différentes conférences. Et l'objectif, c'était vraiment de dire, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on utilise des armes nucléaires. Évidemment, les États sont bien au courant que les conséquences seraient catastrophiques, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe si une bombe nucléaire explose sur Mexico? Concrètement, qu'est-ce qui se passe si une bombe explose sur Lyon, par exemple? Et là, c'est une brochure, une étude qui a été faite par ICANN France et l'Observatoire des armements que vous pouvez retrouver sur le site de ICANN et de l'Observatoire des armements avec les conséquences directes, puisqu'on a souvent tendance, en fait, à indiquer dans les politiques des États qui possèdent des armes nucléaires que la dissuasion protège et donc on ne parle jamais de l'après. Qu'est-ce qui se passe si la dissuasion ne fonctionne pas? Et ces conférences, avec les travaux de chercheurs, avec les travaux de la Croix-Rouge, du CICR, ont abouti à 3 grandes conclusions. Il est possible qu'il y ait des explosions d'armes nucléaires à cause d'accidents, d'actes de malveillance ou par intention. Les conséquences de toute détonation d'armes nucléaires ne s'y limiteraient pas aux États où elles se produisent. Tous les autres États seraient également touchés. Les impacts sur la santé peuvent durer des décennies et affecter aussi les enfants des rescapés par des dommages génétiques. Et enfin, sans doute la conclusion la plus importante qui a permis de lancer le TIAN, il n'existe aucun moyen permettant d'aider une grande partie des rescapés d'une explosion nucléaire. Et donc, s'il n'est pas possible d'aider les personnes une fois qu'il y a cette catastrophe, il faut donc travailler avant que cette catastrophe. Et il fallait donc se dire, ils se sont donc dit, pardon, il faut interdire les armes nucléaires, puisque jusqu'en 2017, il n'y avait aucun instrument qui interdisait globalement les armes nucléaires, à l'instar que vous aviez des conventions ou des traités qui interdisaient les autres systèmes d'armes de type armes à sous-munitions, mines antipersonnelles, les armes chimiques, bien évidemment, et les armes biologiques. Et donc, ce sont ces conférences intergouvernementales, des réunions à l'ONU qui ont permis d'aboutir à cette prise de conscience et à cette volonté d'enclencher des négociations à l'ONU. Et ça, c'est véritablement un processus dans lequel la société civile a été pleinement appliquée. C'est ce qui fait que le TIAN est aussi une façon de procéder totalement anodine, totalement différente des autres traités sur les armes nucléaires qu'il y a eu par le passé, puisque la société civile a été vraiment invitée à apporter son expertise, ses réflexions, et c'est sur cette base-là que cet ensemble de réflexions ont abouti à finalement vouloir négocier un instrument juridiquement contraignant contre les armes nucléaires. Oui, je compléterai en disant, tu dis que la société civile était invitée, c'est même plus que ça. C'est parce qu'il y avait pression de la société civile à travers les différentes organisations regroupées au sein de la campagne ICANN depuis 2007 que ce processus-là a pu être enclenché, que les États non dotés de l'arme nucléaire, un certain nombre des États non dotés de l'arme nucléaire, ont lancé aussi ce processus, cette approche humanitaire soutenue par les grandes organisations, notamment la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, qui s'est impliquée à partir de 2012 en faveur du désarmement nucléaire et poussant justement à la négociation de ce désarmement. Il faut toujours avoir l'esprit que et c'est pas propre d'ailleurs à ce traité sur le désarmement nucléaire, mais les différents derniers traités de désarmement qui ont pu être négociés au niveau de la communauté internationale, je pense aux mines antipersonnelles et aux bombes à sous-munitions, sont nés parce qu'il y a eu cette mobilisation importante de la société civile regroupée dans des coalitions pour permettre, pour conduire les États, pour les pousser à négocier ce traité qui vient renforcer la sécurité humanitaire par rapport aux populations. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on a pu voir dans la création de cette négociation en 2017, des négociations qui sont déroulées donc à l'ONU, à New York, siège des Nations Unies, qui ont duré 4 semaines, qui se sont étalées entre mars 2017 et juillet, donc le 7 juillet 2017,
où il faut noter qu'il y avait une très large participation des États. Il y a près de 140 États qui ont participé au total, qui étaient présents ou qui sont venus par moment ou entièrement à cette négociation. Il y avait des États qui étaient opposés à ce traité, c'est important de le souligner. Les Pays-Bas ont été présents du début jusqu'à la fin, malgré leur opposition au traité, se sont exprimés. On peut noter aussi la présence du Japon, qui était opposé à ce traité, qui est venu au moins sur la première journée. Et parmi les anecdotes qui peuvent ne pas faire sourire, mais qui font quand même, qui prêtent quand même à sourire, lors du premier jour de la négociation, de l'ouverture à la négociation, vous aviez d'un côté à peu près 120, 130 États qui étaient réunis. Et dans le couloir, vous aviez trois ambassadeurs, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, accompagné de quelques ambassadeurs de petits pays baltes, qui étaient là pour faire une conférence de presse et manifester publiquement leur opposition à ce que des États soient réunis à l'ONU pour parler de l'interdiction de la plus puissante des armes de destruction massive. Et c'était un moment quand même assez comique de voir que ceux qui possèdent des armes nucléaires manifestent pour pouvoir finalement conserver ce droit de détenir des armes de destruction massive. Et donc, ces négociations, qui ont duré, comme je l'ai indiqué, 4 semaines, ont vraiment permis l'imbrication, la réflexion sur différents points que l'on va voir dans les prochaines minutes, ont permis véritablement d'intégrer la voix des survivants des armes nucléaires, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont survécu à Hiroshima et Nagasaki que ceux qui ont aussi participé malgré eux aux essais nucléaires et qui ont pu apporter leur témoignage sur l'horreur ou les souffrances qui résultent de ces armes nucléaires. Et ça a pu permettre un vrai dialogue entre société civile et les États. Et on l'a déjà indiqué, mais c'est vraiment une vraie spécificité à ce traité où il y a eu des dialogues nombreux entre parlementaires, entre diplomates et acteurs de la société civile. Vous avez eu des vrais groupes de travail au sein même de ces journées-là. Et tout ça a permis d'arriver au 7 juillet 2017, où il y avait encore la possibilité finalement que les États refusent ce traité. Et à chaque fois, jusqu'au 7 juillet, tous les États pouvaient venir dans la salle et indiquer leur volonté ou leur volonté de ne pas accepter ce type de traité. Et le 7 juillet 2017, on a donc eu un vote qui a été réalisé par la présidente de cette négociation, qui était l'ambassadeur Ellen White, qui était représentante permanente du Costa Rica auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, et qui a proposé au vote le texte qui avait été travaillé pendant un mois. Ce texte a été accepté par 122 États. Un État l'a refusé, les Pays-Bas. Un État a décidé de s'abstenir, c'est-à-dire de ne pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour ni contre, Singapour. Et donc, c'est par une écrasante majorité des États membres de l'ONU que le 7 juillet 2017, ce traité a été adopté et donc aujourd'hui désormais rentré dans l'histoire. Je dirais juste une petite phrase de Madame Tetsuko Torlo, qui est une survivante d'Hiroshima, elle avait alors 13 ans, et qui a exprimé cette pensée lors de 7 juillet 2017. J'attends ce jour depuis 7 décennies et je suis ravi qu'il soit enfin arrivé. C'est le début de la fin des armes nucléaires. Les armes nucléaires ont toujours été immorales, maintenant elles sont également illégales. Et ça, c'est une véritable révolution qui s'est déroulée ce 7 juillet 2017 et qui permet véritablement aujourd'hui de dire que nous avons un traité qui est bien une norme internationale et qui est donc entré en vigueur le 22 janvier 2021. Et donc, on va essayer de rentrer dans l'intérieur de ce traité, décrypter un peu certains articles. Est-ce que tu peux revenir sur l'article 1, qui est finalement le principal, enfin pas le principal, mais qui est l'article qui interdit les armes nucléaires? Tout à fait. Il faut peut-être d'abord signaler, effectivement, tu as un petit peu abordé par rapport au préambule de ce traité, puisque donc tous les traités démarrent par un préambule qui rappelle un peu en quelque sorte le contexte et les conditions
dans lequel ce traité a pu être mis en œuvre. Et il y a des mentions un peu importantes à retenir, hein, justement sur ce traité et à la différence d'autres traités. C'est bien sûr la reconnaissance des conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important parce qu'on est dans un renversement par rapport aux armes nucléaires, par rapport au débat habituel qu'il y a au sein notamment des Nations Unies, mais aussi au sein des puissances nucléaires comme la France, c'est qu'effectivement, c'est une arme qui assure la sécurité. Donc, on est toujours sur un débat. Ah ben oui, mais on est d'accord pour le désarmement nucléaire, mais d'autres veulent l'avoir, donc nous, il faut qu'on la garde. Et, et, et on est toujours dans un espèce de débat stratégique sur lequel, qui ne permet pas d'avancer effectivement sur les véritables enjeux de cette arme-là spécifique. Et c'est en ça qu'il y a un renversement, puisque là, on part des conséquences humanitaires pour les populations qui seraient impossibles à gérer en cas d'utilisation de cette arme-là. Donc ça, c'est rappelé dans le préambule, bien sûr. Il est rappelé aussi que les armes nucléaires, elles sont contraires au droit international depuis toujours. Et en ça, bon, elles sont immorales comme ça pouvait être souligné, mais elles sont inutilisables si on veut respecter le droit international humanitaire qui demande justement une riposte proportionnée à l'agression, qui demande de distinguer les populations civiles des populations combattantes pour épargner les populations civiles, alors que l'essence même de l'arme nucléaire, elle est d'attaquer les civils, puisqu'elle est à destination des villes principalement. Alors ils habillent ça de lieux en disant que c'est à destination des lieux de pouvoir, mais les lieux de pouvoir, ils sont dans les capitales, donc là où habitent les gens. Et donc l'arme nucléaire ne peut pas distinguer les civils des combattants. Dans le préambule aussi est bien sûr la reconnaissance déjà de l'utilisation des armes et des souffrances et des victimes déjà qu'elle a commis, donc Hiroshima, Nagasaki bien sûr, mais surtout aussi plus de 2000 essais nucléaires réalisés dans le monde, dont 210 par la France, 10% des essais nucléaires dans le monde, qui ont créé effectivement des problèmes à la fois environnementaux, sanitaires, non seulement pour le personnel qui a participé à ces essais, mais aussi pour les populations qui les ont subis. Et on y reviendra puisqu'il y a des articles spécifiques par rapport à la prise en charge justement de ces victimes, ce qui est une nouveauté dans un traité au niveau international important. Et bien évidemment, le préambule inscrit ce traité dans l'ensemble des autres traités de désarmement, en soulignant aussi l'importance de l'éducation à la paix et au désarmement pour tout le monde. Donc, après, on rentre dans le cœur du traité, des articles, et l'article premier, effectivement, c'est celui qui est le plus important, puisque c'est celui qui donne le ton de tout le reste. À travers cet article 1, les États s'engagent à ne jamais mettre au point donc toute la recherche-développement, mettre à l'essai, les essais même s'il y a déjà un traité, produire des armes nucléaires, fabriquer tous les éléments pour l'arme nucléaire, les acquérir, les posséder, bien évidemment, les stocker, ce qui est important aussi parce que certains États stockent des armes nucléaires sur leur territoire appartenant essentiellement aux États-Unis. Ce sera peut-être le cas après pour la Russie en Biélorussie, mais on n'en est pas encore là. À transférer ou accepter le transfert d'armes nucléaires, bien évidemment, et aussi, le plus important, à utiliser ces armes ou à menacer d'utiliser, ce qui remet en cause toute la stratégie de dissuasion nucléaire qui est appliquée par les États, puisqu'ils disent tous, ils affirment par rapport à l'opinion publique, mais non, c'est une arme de non-emploi, c'est une arme qui est destinée, entre guillemets, à faire peur, mais pas à être utilisée. Même ça est interdit par le traité d'interdiction, cette utilisation potentielle qui est fausse, puisqu'il peut toujours avoir un accident, il peut toujours avoir des dérives, il peut toujours avoir des changements d'attitude
qui font qu'un chef d'État décide à un moment donné, ou un possesseur d'armes nucléaires décide à un moment donné à les utiliser. Ce qui est aussi important, c'est que ce traité permet d'interdire le financement des armes nucléaires. Et ça, on y reviendra aussi parce que ça fait partie des éléments importants qui permet même à des pays qui ont l'arme nucléaire, aux sociétés civiles, d'agir vis-à-vis des organismes financiers pour leur demander d'arrêter de participer au financement de l'industrie d'armement qui fabrique les armes nucléaires. Donc c'est vraiment le cœur du traité qui rassemble tous les éléments qui permet, à la différence du traité de non-prolifération qui demandait seulement aux États de négocier un désarmement nucléaire, là, on l'a ce traité. Il est négocié avec tous les éléments qui peuvent permettre de rentrer dans le processus d'élimination totale des armes nucléaires. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'un traité d'interdiction globale, c'est-à-dire qu'à la fois il reprend des interdictions qui existaient par le passé à travers le traité de non-prolifération nucléaire, mais en même temps, donc en les reprenant, il les inscrit à nouveau dans la norme et renforce ces interdictions, et en même temps il vient véritablement compléter, comme l'indiquait Patrice, notamment avec la notion de l'interdiction de la politique de dissuasion ou la notion d'interdiction du financement. Et c'est la première fois qu'on a un texte aussi fort, aussi complet, qui ne laisse pas de vide juridique comme il avait pu y en avoir par le passé à travers le TNP notamment. Et c'est sans doute, et c'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, ce texte est finalement combattu par les États qui possèdent l'arme nucléaire et les États qui appliquent la politique de la dissuasion nucléaire, donc l'ensemble des États qui sont membres de l'OTAN ou qui ont des accords de sécurité avec les États-Unis. On peut penser aujourd'hui à l'Australie, au Japon ou encore à la Corée du Sud. Et on qualifie ce traité également de traité dit de désarmement humanitaire. Il s'inscrit comme la Convention sur les mines antipersonnelles, comme la Convention sur les armes à sous-munitions, dans cette catégorie très spécifique, puisqu'il prend en compte ce que l'on appelle des obligations positives. C'est-à-dire que ce sont des éléments clés qui sont dans ce traité et qui doivent permettre de prévenir de nouvelles souffrances humaines, prévenir des dommages environnementaux qui pourraient être créés, causés ou qui ont été causés par les armes dont on souhaite qu'elles soient pleinement interdites. Et parmi ces obligations positives, on en a deux qui sont véritablement importantes, qui se regroupent à l'intérieur de l'article 6 et de l'article 7. C'est donc l'assistance aux victimes, et par victime, on a souvent tendance à oublier les victimes des essais nucléaires. Patrice l'a rappelé, plus de 2000 essais nucléaires. Donc ce sont à la fois toutes les victimes des essais nucléaires et les victimes, les victimes japonaises ou coréennes des armes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, puisqu'on a toujours des populations qui sont aujourd'hui soignées à cause des armes nucléaires qui ont explosé en 1945. Ça montre bien aussi la durée dans le temps, malheureusement, de ce type d'armes, des souffrances qu'il peut y avoir. Et le second article, c'est la coopération et l'assistance internationale. Et grâce à ces deux articles, il y a une vraie volonté de vouloir à la fois et, dans la mesure du possible, de pouvoir réhabiliter l'environnement. Alors, la petite phrase « dans la mesure du possible » est évidemment essentielle. Personne ne s'attend à ce que l'on puisse retrouver les atolls de Moroa au Fangatofa ou encore certaines zones du désert sur Regan dans le sud de l'Algérie comme étant exactement comme avant les essais nucléaires, puisqu'il y aura malheureusement toujours de la contamination radioactive, il y aura toujours des problématiques environnementaux. Par contre, on peut agir véritablement pour faire en sorte que cette contamination radioactive soit confinée le plus possible, que les populations soient pleinement au courant des dangers sanitaires qu'il peut y avoir, et puis aussi qu'on puisse pleinement mettre en route différentes actions pour s'assurer que les populations actuelles et les générations futures, donc celles qui sont à naître, ne viennent pas souffrir aussi de ces différents essais nucléaires qu'il y a eu lieu. Donc ça, c'est véritablement aussi une spécificité de ce traité qui est très importante et qui ancre bien le côté humanitaire au cœur de ce texte.
Dans les autres éléments du contenu du traité, après, c'est les qui sont décrits dans les différents articles, c'est le processus dans lesquels les États s'engagent à participer à ce traité et les dynamiques justement d'élimination de leurs armes nucléaires. Ce traité permet à tous les États, bien évidemment, puisque bon, vous connaissez le processus de fonctionnement des Nations Unies. Le traité est effectivement rentré en vigueur le 22 janvier 2021, mais on vit sous le régime de la souveraineté nationale et chaque État doit d'abord le signer, c'est-à-dire faire une déclaration politique comme quoi il accepte ce traité, et après le ratifier, donc c'est-à-dire l'entrer dans son droit national de façon à le mettre en œuvre pour lui-même. Et donc, quand un État adhère à ce traité, donc signe, puis après ratifie le traité, il doit d'abord, dans un premier temps, très rapidement, donc dans les 30 jours après avoir déposé ses instruments de ratification, faire une déclaration de toutes les armes nucléaires qu'il a pu posséder par le passé, pas seulement soit aujourd'hui, mais soit aussi par le passé, et puis même celles qu'il posséderait, qui seraient déposées sur son territoire, mais qui appartiendraient à une autre entité. Et pour les puissances nucléaires, celles qui sont dotées d'armes nucléaires, elles doivent présenter un plan à ce moment-là pour l'élimination de leurs armes nucléaires. Donc elles peuvent adhérer immédiatement, elles ne sont pas obligées d'avoir éliminé toutes leurs armes nucléaires avant d'adhérer au traité, mais le jour où elles adhèrent au traité, elles doivent présenter un plan avec des échéances précises pour éliminer leurs armes nucléaires, qui seront donc acceptées par les autres États partis et surtout qui seront vérifiées par les autres États partis et que ce plan-là soit bien mis en œuvre. On n'est pas uniquement dans des déclarations non contraignantes. Là, on se retrouverait dans des déclarations contraignantes pour les États possédant l'arme nucléaire. Mais la porte est ouverte, bien évidemment, puisque le but, c'est bien de rentrer dans ce processus d'élimination des armes nucléaires. Ce n'est pas l'interdiction pour l'interdiction, c'est l'interdiction pour que sur la planète, il n'y ait plus d'armes nucléaires en vigueur, plus d'outils permettant, plus d'installations permettant de nouveau d'en fabriquer, puisque même si le nucléaire civil ne fonctionne pas avec le même type d'installation que le nucléaire militaire, ça demande un enrichissement différent qui nécessite du matériel spécifique. Et donc, c'est bien possible de faire cette distinction-là de façon à éviter qu'un État garde quelques armes nucléaires et puisse imposer sa loi à l'ensemble des autres États de la planète. Et pour poursuivre sur l'obligation que les États ont eue dans les 30 jours où ils ont ratifié ce traité de déclarer s'ils ont ou s'ils ont eu des armes nucléaires, on a eu l'État de la Palestine et l'État de Cuba qui ont bien sûr informé qu'ils ne possédaient pas d'armes nucléaires, mais ils ont rajouté une petite précision en disant que finalement, l'État de la Palestine n'était pas maître de l'ensemble de son territoire et Cuba n'était pas maître de l'ensemble de son territoire. À Cuba, vous avez une base militaire américaine qui s'appelle Guantanamo, et que donc, sur ces deux territoires, ils ne pouvaient garantir à 100% qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Donc, ça fait partie des points qui sont très intéressants et sur lesquels aussi il faudra veiller dans le futur à s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas d'armes nucléaires qui soient éventuellement transposées sur ces territoires. Malgré le fait que ce traité aujourd'hui n'a été signé par aucune puissance nucléaire et donc bien évidemment ratifié par aucune puissance nucléaire, malgré le fait que ce traité soit extrêmement décrié par toutes ces diplomaties, on ne peut pas dire que ce traité ne sert évidemment à rien. On ne peut pas dire cette phrase-là tout simplement parce que, pour un premier point, par exemple, il vient réaffirmer l'importance du droit international humanitaire. Et ça faisait très longtemps qu'on attendait cette réaffirmation-là. Il réaffirme aussi, et Patrice l'a souligné dans le préambule, l'importance de certaines normes qui existent
le traité de non-prolifération nucléaire, le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, et il vient bien sûr créer une pression qui est bien réelle sur les États qui possèdent des armes nucléaires. Si cette pression n'était pas réelle, nous n'aurions pas, par exemple, des protestations aussi importantes de la part de ceux qui ont des armes nucléaires. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un véritable rapport de force qui ont permis de faire naître, par exemple, un certain nombre de débats dans certains États, en Allemagne, par exemple, qui ont permis également de faire des prises de conscience. On y reviendra plus tard sur l'importance du travail des maires ou des parlementaires. Mais je voudrais aussi, Patrice l'a souligné, mais revenir sur la notion de l'interdiction du financement. Cette interdiction a un réel effet aujourd'hui sur les banques et sur des fonds de pension à travers le monde. On a plus d'une centaine de banques et de fonds de pension à travers le monde qui ont d'ores et déjà décidé de renoncer d'investir dans toutes les entreprises qui fabriquent des systèmes dans lesquels on peut mettre des armes nucléaires. Et je ne vous parle pas de petites banques ou de banques éthiques, mais véritablement d'institutions internationales. Vous avez la Deutsche Bank, vous avez la banque belge qui s'appelle la KBC, vous avez le plus grand fonds de pension au monde qui est le fonds de pension norvégien qui gère à peu près 1000 milliards de dollars par an. Vous avez d'autres fonds de pension, par exemple en Suède ou aux Pays-Bas, qui gèrent l'argent des fonctionnaires. Eh bien, toutes ces institutions, plus une vingtaine de banques au Japon, par exemple, toutes ces institutions ont d'ores et déjà décidé de mettre un terme ou en tout cas d'engager ce processus, certains contrats nécessitant d'être réalisés à leur terme, pour ne plus jamais investir dans les armes nucléaires. Et ça, c'est une pression sur laquelle la France est pleinement au courant. Et elle est d'ailleurs tellement au courant et elle en a objectivement peur qu'avant même que le traité n'entre en vigueur, le 22 janvier 2021, le président Macron a sommé dans un discours qu'il a fait en février 2020, il a indiqué que les acteurs privés ne devaient pas appliquer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et par acteurs privés, bien sûr, il pense aux banques. Aujourd'hui, on a lancé depuis quelque temps une campagne sur le désinvestissement en France auprès de toutes les banques, puisque je peux vous dire que malheureusement, toutes les banques françaises, que ce soit la BNP, la Société Générale, la Poste, le Crédit Mutuel, bref, toutes les institutions bancaires françaises aujourd'hui investissent massivement dans des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. Et si vous vous rendez sur notre site internet, vous pourrez voir que vous avez des moyens extrêmement simples pour interroger votre banque, lui demander de changer sa politique, puisque aujourd'hui, cette politique contrevient au droit international humanitaire. Et donc, pour toutes ces raisons, ce traité fonctionne déjà avant même que des puissances nucléaires ne soient finalement à l'intérieur de ce traité. Et on peut voir d'autres résultats positifs. Je vais laisser la parole à Patrice, qui existent à travers cette question de l'existence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ces effets positifs proviennent effectivement pour l'essentiel de l'action que peut mener la société civile. Et on le voit, nous, à travers notamment l'appel des villes qui a été lancé par ICANN au niveau international et qui a, où les villes, les municipalités, le maire a comme fonction d'assurer la sécurité de ses citoyens. Avec l'arme nucléaire, il ne peut pas. Et l'appel justement des villes, les maires demandent à ce que l'État, pour la France, mais pour les autres pays où c'est fait, s'engage justement vis-à-vis de ce traité. Et pour justement, eux, toujours dans ce cadre de la sécurité humanitaire, des conséquences humanitaires que l'utilisation d'une arme nucléaire peut avoir qui sont ingérables. Et donc cet appel des villes, actuellement, au niveau mondial, il y a plus de 550 villes qui l'ont signé, dont les principales capitales des puissances nucléaires, il faut le souligner. Et en France, actuellement, on a 62 maires de villes qui l'ont signé, dont des grandes villes, dont d'abord la capitale, Paris, a signé l'appel des villes. Madame Hidalgo l'a signé, même si après, dans la campagne présidentielle, elle n'a pas voulu se souvenir de son action en tant que maire. D'autres grandes villes comme Lyon, Grenoble,
On a y compris une ville gérée par un maire républicain, donc Saint-Étienne, qui a signé cet appel. Donc pas seulement des maires du courant écologiste, mais aussi des maires du courant socialiste. Donc un républicain, c'est vrai qu'il faudra amplifier ce mouvement, et d'autres maires, pas tous forcément, enfin identifiés dans un parti, mais ce qui montre qu'on peut, à travers le travail que chacun peut faire, notamment dans sa ville, auprès des élus, obtenir un engagement et permettre cette avancée de cette question d'interdiction des armes nucléaires. Outre les villes, il y a eu un appel signé aussi auprès des parlementaires, donc où un certain nombre de parlementaires l'ont signé, plus de 1800 au niveau mondial, demandant à leur gouvernement, et le rôle d'un parlementaire, c'est bien aussi de faire des propositions et de contrôler l'action de son gouvernement pour que son gouvernement s'engage dans ce processus de traité. Voilà, je pense que on va peut-être aussi passer aux questions. Avant, on l'a un peu abordé, mais peut-être rappeler quand même un rapide état des lieux du traité, et puis surtout, oui, ça non, on ne l'avait pas évoqué, Non, on n'a l'accord pas du évoqué traité. encore. Effectivement, je croyais qu'on l'avait fait. Donc, aujourd'hui, au 30 mai 2022, 86 États ont déjà signé le traité, et parmi ces 86, 61 ont déjà déposé leurs instruments de ratification. Les autres sont en cours de procédure. Les derniers donc, ont été vraiment très récents. Au mois de mars, on a eu la Côte d'Ivoire. Au mois de mai, le Congo. Je pense qu'aussi, plus on s'approche de la date de la première conférence des États parties, donc qui va se dérouler, puisque le traité, pour qu'il puisse fonctionner, si on ne l'a pas signalé dans les processus du traité, organise des réunions régulières de tous les États parties de façon à renforcer l'universalisation du traité. Et à l'occasion de cette première conférence des États parties qui va se tenir au mois de juin à Vienne, donc au siège de l'ONU en Autriche, il y aura d'autres États qui vont déposer leurs instruments de ratification. Et parmi ces autres États, potentiellement, il y en a un qui nous semble très intéressant. Il y a bien sûr l'Algérie, dont on attend la ratification depuis 3 ans. Mais et c'est pour bien montrer que le refus aujourd'hui d'un État n'est pas figé pour une éternité, puisque les gouvernements changent. Il y a moins d'une semaine ou un peu plus d'une semaine, l'Australie a décidé d'élire un nouveau Premier ministre, M. Anthony Albanese, qui est du Parti des travaillistes. Et Anthony Albanese est un fervent supporter du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il avait fait signer, alors dans l'opposition, au sein de son Parti des travaillistes, une résolution pour indiquer qu'une fois au pouvoir, il signerait et il ratifierait le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, en préalable, pour voir si finalement cette volonté passée va bien se réaliser, nous espérons que l'Australie fera partie de ces États qui sera présent à cette conférence de Vienne à titre d'État observateur pour pouvoir engager par la suite son processus de ratification. Donc, on est vraiment, depuis 2017, dans un mouvement continu, malgré la crise du Covid qui a empêché différents fonctionnements, qui a ralenti un certain nombre de choses, mais on est dans un mouvement continu de processus d'adhésion à ce traité. Et on sait que ce processus va se poursuivre. Aujourd'hui, le travail étant, et là, ça en fait partie, d'ouvrir encore plus ce processus à la société civile pour pouvoir créer une pression, comme Patrice l'a indiqué, avec des maires, avec des parlementaires, et puis donc auprès des nouveaux parlementaires qui vont être élus dans 3 semaines également, et donc auprès aussi également du gouvernement.